tout et n'importe qui. Bon, alors l'enregistrement est en progression, comme vous l'avez entendu. Elle tue tout et n'importe qui dans toute la portée de l'explosion. Alors, il n'y a pas donc de discernement sur des combattants et les non-combattants notamment, et sur les civils, évidemment, en général. Alors, l'utilisation en guerre est donc particulièrement complexe et dans certains cas aussi porteuse de certains cas d'une autre violation du DH qui est celui de l'interdiction de sanctions collectives. Bref, je vais m'arrêter ici dans mon introduction. Je vais laisser nos trois invités en parler avec ma collègue Sophie. J'ai d'ailleurs très hâte de vous entendre. Les propos donc de Nadine Fortin, directrice du droit international et opérationnel au sein du cabinet du juge avocat général des Forces armées canadiennes. Madame Fortin, bonjour. Madame Eirini Georgiou, conseillère juridique au CICR à Genève. Bonjour et merci d'être là de Genève. Et Marion Guillaumont, chargée de plaidoyer, désarmement à humanité et inclusion. Donc, nos trois invités. Encore une fois, merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Je vais maintenant laisser la parole et l'animation et la modération à Sophie Rondeau, qui est elle-même membre du barreau du Québec. Je me permets une petite présentation rapide, Sophie, membre, comme je l'ai mentionné, de l'Observatoire une juriste de longue date, baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, maîtrise en droit international ici de l'UQAM et doctorat également en droit de l'Université Laval et de l'Université de Genève, si ma mémoire est bonne, et également ancienne collègue, notamment à la Croix-Rouge canadienne. Tu as également travaillé à Droit et démocratie. Bref, une longue feuille de route. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté de modérer cette activité. Je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, François. Merci premièrement à l'Institut pour, oui, ce partenariat renouvelé. C'est la deuxième édition en ligne, mais on a derrière la cravate de nombreuses éditions en personne. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, quel que soit le format. Flexibilité et partenariat sont des mots d'ordre pour ce type d'événement. J'ai le plaisir d'animer pour vous aujourd'hui cette conférence annuelle qui a pour but de nous permettre d'entrevoir, comme l'a mentionné François, les conséquences de l'utilisation d'armes explosives en cadre urbain. Donc maintenant, les hostilités ne se déroulent plus entre les tranchées comme on a pu le connaître à une certaine époque, et c'est une des réalités qu'on doit nommer en droit international humanitaire pour que ce droit-là existe à l'extérieur des livres. Avec les présentations de lieutenant-colonel Fortin, de Dr Georgiou et de Mme Guillemont, on verra les aspects juridiques, mais les aspects militaires, stratégiques, les aspects humanitaires et politiques dans le contexte d'une analyse juridique du droit international qui s'applique à cette question-là. Donc, ce panel-là met de l'avant trois femmes qui possèdent chacune une expertise impressionnante et qui, ensemble, se complètent pour nous apporter un portrait qui est réaliste, mais qui est aussi multidimensionnel, qui représente bien la complexité de la question dont on va traiter dans la prochaine heure, qui est celle des armes explosives en contexte urbain. Avant de vous parler un peu plus de chacune d'entre elles et de leur céder la parole, je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles sont établis l'UQAM, qui nous reçoit aujourd'hui, même si l'événement est virtuel, font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de lieu d'échange entre les peuples autochtones, notamment, mais pas uniquement, chez les Mohawks. Ils ont une relation de longue date, bien qu'elle ne soit pas exclusive. Il y a aussi les Algonquins qui sont présents sur ces territoires-là, avec le territoire de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Le peuple Mohawk se positionne encore aujourd'hui comme le gardien du territoire et de ses eaux, et il est encore très actif dans les efforts de conservation et de protection des écosystèmes. Donc, au nom des partenaires, à mon nom personnel de l'événement, on veut vous souligner qu'on honore, qu'on respecte et qu'on reconnaît ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leurs autorités souveraines sur les terres et sur les eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous indique que chacune de nos intervenantes fera une présentation de 20 minutes qui sera suivie d'une courte période de questions de 5 minutes, donc probablement pour une question possible. Et à la fin des trois interventions, on aura une plénière de 10 minutes où il pourra y avoir des échanges. Je vous invite à poser vos questions dans la langue de votre choix, dans l'encart questions-réponses. Je ferai le choix avec les organisateurs pour s'assurer que tous les points de vue sont représentés. Et puis, vous aurez la possibilité de poser une question après chaque intervenant ou à la fin de chacun.
If some of you in the room did not understand a single word that I mentioned, please use the translation button that you can find at the bottom of your screen. You can have it with the translation orally, or you can have it written. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première intervenante, qui est la lieutenant-colonel Nadine Fortin, qui nous parlera de la pratique de l'utilisation des armes explosives par les forces armées. Lieutenant-colonel Fortin a une carrière juridique dans le milieu civil. Tout ce qu'il y a de plus connu, elle a débuté au sein du cabinet Cahen, Lamarre et Wells en 1994 et elle a ensuite passé à la TELUC où elle a développé des cours et elle a agi comme personne tutrice. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en droit de l'Université Laval. Elle a rejoint les Forces armées canadiennes à ce moment-là et a servi au sein du cabinet du juge-avocat général où elle se trouve en ce moment à titre de juge-avocat adjoint auprès du 35e groupe brigade du Canada et du quartier général de la réserve navale à Québec. Lieutenant-colonel Fortin a conseillé ensuite les unités du 5e groupe brigade mécanisée du Canada et aussi le 5e bataillon de service du Canada à la garnison de Valcartier. En 2009, lieutenant-colonel Fortin a été déployé à Kandahar, en Afghanistan, en tant que conseillère juridique du groupement tactique canadien 2R-22R, probablement en référence au 22e régiment. À son retour d'Afghanistan, lieutenant-colonel Fortin a été affecté au Centre de droit militaire des Forces armées canadiennes et elle a enseigné notamment le droit des conflits armés et le droit aérien et spatial au Collège militaire royal du Canada. En 2012, elle a été mutée à la direction juridique personnelle militaire pour ensuite être affectée au chef d'état-major adjoint. Depuis 2016, elle est la directrice adjointe du cours de droit des conflits armés offert par l'Institut de droit international humanitaire à Salon de Provence et elle occupe actuellement le poste de directrice du droit international et opérationnel au sein du cabinet du juge-avocat général des Forces armées canadiennes. Lieutenant-colonel Fortin, je vous remercie d'être parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue et puis je vous cède la parole pour nous présenter une explication pratique de l'utilisation des armes explosives par les forces armées. Merci infiniment, Sophie. Merci pour cette belle présentation. Ça ne me rajeunit pas de voir la liste, mais on appelle ça de l'expérience. Alors, j'imagine que c'est comme le vin, hein? Il faut s'en glorifier un peu. Bienvenue à tous et merci pour cette invitation là, de l'IQAM et de la Croix-Rouge pour discuter, parler du point de vue aussi des forces canadiennes dans le cadre de la protection des civils, dans le cadre des conflits armés et versus l'utilisation des armes explosives. Comme je suis la première à présenter, je vais d'abord peut-être donner un peu, pour réemphaser ce qui a déjà été dit, l'importance de pourquoi on discute de ce sujet-là présentement, même si ça peut paraître précis dans un domaine plus large de droit, notamment en référant au rapport de 2019 du secrétaire général des Nations unies sur la protection des civils dans les conflits armés. Et dans ce rapport-là, on mentionnait qu'en 2018, on estime qu'il y a plus de 20 000 civils qui ont été blessés ou tués par des armes explosives, notamment, et que ces armes explosives-là, surtout lorsqu'elles ont été utilisées dans les zones qui sont densément peuplées, vont majoritairement toucher les civils. Alors, ça ramène de l'avant l'importance de peut-être mettre la prochaine diapo. Ça ramène l'importance de pourquoi on discute de ce sujet-là. Dans les conflits contemporains, dans le cas qui me concerne, j'ai été déployée en Afghanistan, mais comme beaucoup de conflits contemporains, contrairement à ce qu'on connaissait dans le temps, qu'on va se remémorer là, le 11 novembre, où on avait soit des guerres de tranchées ou vraiment des conflits interétatiques, de nos jours, on a beaucoup plus peut-être de plus petits conflits, mais des conflits qui sont de nature non internationale, où il y a aussi des groupes armés, pas seulement des États qui vont se battre sur le terrain. Et on observe à l'intérieur de ces conflits-là des combats qui vont se dérouler dans des lieux qui sont densément peuplés. Si je vous parle de Tripoli, Mossoul, Aleppo, Fallujah, c'est des noms que vous avez probablement déjà entendus dans les médias, qui sont des lieux qui sont densément peuplés, qui ont connu des combats à l'intérieur de leur ligne
On observe aussi que malheureusement, au niveau des pertes civiles ou des déplacements des civils, ce qui c'est pas seulement de nos jours des produits dérivés des combats, mais bien qu'il y a certaines factions qui vont même euh, planifier ou l'orchestrer de façon délibérée. Euh, Ensuite, par exemple, si on donne, puis au niveau de l'impact, au niveau des civils, si on donne un exemple qui est relativement récent de ce que j'avais dans les chiffres, c'est qu'on estime à 50%, par exemple, en Syrie, les infrastructures qui ont été des infrastructures de base qui ont été détruites ou rendues non fonctionnelles. Et ces dommages-là, on remarque aussi qu'ils sont souvent liés au non-respect du droit des conflits armés. Parce qu'évidemment, même s'il y a un conflit et qu'on a le droit à faire l'usage de la force, il y a quand même des règles qui s'appliquent sur le plan international. Et dans ce contexte-là, on peut comprendre pourquoi la communauté internationale et les différents organismes humanitaires ont décidé de s'asseoir ensemble et de discuter quelles seraient les stratégies, par exemple, qu'on pourrait mettre en place pour favoriser une meilleure protection des personnes et des biens civils dans un cadre de conflit armé et plus particulièrement dans le cas de notre discussion, dans des zones plus urbaines. Prochaine diapo. Et une de ces outils qui sont présentement sur lesquels la communauté internationale travaille, c'est ce qu'on appelle une déclaration politique. Une déclaration politique qui concerne l'usage des armes explosives en zone urbaine. Et j'aimerais peut-être qu'on mette la première question, peut-être pour situer ce que les notions générales par rapport à ce que pourrait être une déclaration politique. Alors, mon affirmation, c'est une déclaration politique est juridiquement contraignante pour ses signataires, vrai ou faux? Et pendant que les gens apportent leurs réponses, je vais peut-être donner des grandes lignes par rapport à le déroulement, par rapport à la déclaration politique présentement sur laquelle plusieurs États et organismes internationaux travaillent. En 2013, il y a eu des discussions qui ont été entamées justement sur l'usage des armes explosives en milieu habité. Il y a eu des réunions d'experts qui ont été organisées. Et dans ce cadre-là, le Canada avait été invité. Ce sont souvent des processus qui prennent quand même beaucoup de temps. Je dirais qu'en 2018, un autre point important, c'est le secrétaire général de l'ONU qui va lancer un appel justement pour l'avènement d'une déclaration politique. On avait à ce moment-là, entre autres, l'Autriche qui a pris les devants par rapport à ça. Mais le flambeau a été repris en 2019 par l'Irlande. Et c'est présentement l'Irlande qui, si vous voulez, va mener un petit peu le processus pour ultimement amener à la soumission, à l'élaboration puis à l'adoption d'une déclaration politique. Est-ce qu'on a, Nicolas, peut-être le pourcentage au niveau des réponses? Vrai 18, faux 82. Effectivement, c'est faux. Une déclaration politique, c'est vraiment un engagement politique qui est légalement non contraignant. Donc, on se base sur la bonne foi des gens qui vont le prendre. Ça ne rend pas l'instrument non valide parce qu'il n'est pas légalement contraignant. On sait que sur le plan international, il y a beaucoup de façons il y a une question aussi de crédibilité des États, il y a une question d'opinion, il y a différentes façons autres que, par exemple, un recours en justice pour faire de la pression sur un État ou un autre. Alors, ce n'est pas nécessairement une déclaration qui n'a pas son sens et qui ne peut pas être d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas pousser justement à ce qu'un État garde sa parole, si on veut. Donc, ça, là, même si ce n'est pas un élément contraignant sur le plan juridique, ça n'enlève pas la valeur à tout le moins.
Juste pour compléter sur un peu les zones importantes, en mars dernier, il y a eu des dernières négociations ont eu lieu en mars dernier et ce sera possible, je pourrais donner le lien, mais c'est possible de consulter la soumission canadienne dans le cadre de ces négociations pour obtenir une déclaration politique. Et il y a également celle de tous les autres États qui participent. C'est disponible sur le site irlandais. Donc, on s'attend à ce qu'à l'automne ou à cet hiver, il y ait possiblement ce qui avait été annoncé, je cherche le terme français, une dernière série de négociations avant qu'on puisse ultimement arriver à la fin du processus. Donc, le Canada participe activement à cette stratégie qu'on tente de développer pour favoriser la protection des civils. Et la valeur qu'on y trouve, c'est notamment dans réaffirmer qu'il existe des règles de droit et que ces règles de droit-là doivent être respectées et on doit prendre des moyens pour les faire respecter également. Et je vais parler un petit peu plus loin des règles de base qui sont intégrées dans le droit des conflits armés qui permet de protéger les civils. On voit également une importance dans cette déclaration-là pour reconnaître l'impact que les conflits armés ont ne sont pas les mêmes sur tous. Il y a des populations civiles qui sont plus vulnérables. On peut penser plus naturellement, par exemple, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes affectées de handicap, les groupes minoritaires, et entre autres, qui ont un impact différent tout dépendant le genre. Et je pense que c'est important aussi que ce soit reconnu et réitéré. Un exemple, l'impact différent sur le genre, tout le monde ou à peu près probablement entendu du conflit en République démocratique du Congo en 2011. C'est des vieilles statistiques, mais quand même, elles parlent, où on avait un peu plus de 10 ans de conflit, on avait rapporté 200 000 viols. Et sachant à quel point c'est difficile, souvent il y a une stigmatisation à rapporter un viol et des réticences, vous pouvez juste imaginer le chiffre astronomique que ça représente. Donc, dans le cadre d'un conflit, l'impact, dans ce cas-ci, avait un impact différent sur les femmes que sur les hommes. Alors, ces choses-là, c'est important. Il y a des populations qui sont plus vulnérables, qui sont plus vulnérables et l'impact des complots d'un conflit armé peuvent être différents et il faut le reconnaître également. Il y a aussi un autre élément qui est important dans le travail autour de cette déclaration politique, c'est de réaffirmer et de réemphaser ce dialogue entre les États, entre, par exemple, le CICR, entre les organismes humanitaires et la société civile pour réunir les expériences et l'information que chacun peut détenir et qu'on puisse arriver à une solution qui est plus complète et holistique. Et sur ça, pourquoi, comme je disais, l'enfance pour nous, c'est évidemment le respect du droit des conflits armés. Et parce que le droit des conflits armés a pour but, entre autres, de protéger les victimes de ces conflits-là, et ça inclut la population. Il y a des protections qui existent pour la population civile en général également. Alors, c'est un peu les grands principes que j'aimerais qu'on puisse regarder et c'est les grands principes qu'on enseigne à tous les membres des Forces canadiennes dès le cours de base. Alors, c'est extrêmement important. Le droit est enseigné à différents niveaux et c'est important de le connaître quand ta profession est justement la profession des armes et c'est ce qu'on fait dans les Forces canadiennes. Et ça implique aussi dans le droit comment on peut utiliser les armes. Prochaine diapo. C'est sûr qu'à la base, il y a un principe qui s'appelle la nécessité militaire qui est à la base du droit des conflits armés. C'est le principe de base d'un conflit armé, c'est qu'on cherche à avoir la soumission de l'ennemi le plus tôt possible, avec le moins de pertes possible et en utilisant le moins de ressources possible. Donc, il y a un but et nos actions doivent être prises à l'intérieur de ce cadre-là. Mais ce but-là ne peut pas être pris de façon isolée et le droit ne le prend pas de façon isolée non plus. Alors, il va être balancé avec des principes qui sont à la base des principes humanitaires. Donc, oui, on peut faire l'usage de la force dans certaines circonstances, mais cet usage de la force-là qu'on utilise via les armes va être fait de façon contrôlée et tout n'est pas permis. Prochaine diapo.
Au niveau, comme je disais, le principe de la nécessité militaire va être balancé par les principes d'humanisme ou d'humanité. Notamment, dans les grands principes de base, on a une interdiction du recours aux souffrances, aux blessures ou aux destructions qui ne sont pas réellement nécessaires à l'atteinte de l'objectif militaire. C'est une mission de l'ennemi, comme je vous disais, avec le minimum de ressources et le minimum de paix. Ça donne lieu aussi à des interdictions qui sont spécifiques dans le droit, notamment, entre autres, de façon un peu plus générale, les souffrances superflues, utiliser par exemple des armes qui causeraient des souffrances superflues sont interdites. Des exigences qui sont liées à la proportionnalité, on va le voir dans la prochaine diapo, et certaines règles qui sont plus précises. Ça confirme aussi, dans le principe d'humanisme, que les civils et les populations civiles doivent être préservées des attaques dans le cadre de conflits armés. Et ça m'amène à ce petit schéma qui tente de montrer l'espèce de balance qu'on doit avoir. Et c'est pas, même si un est par-dessus l'autre, il n'y a vraiment pas, c'est pas un ordre. C'était vraiment juste pour montrer qu'il y a une balance entre la nécessité militaire et l'humanisme qui est fait. Comment ça se transpose au quotidien pour un commandant sur le terrain? C'est à la base, un grand principe qui est le principe de distinction. C'est-à-dire il y a des objets qui sont militaires, légitimes, qu'on peut cibler, et il y a les biens à caractère civil et la population civile qu'on n'a pas le droit de cibler. Et il faut que ces deux-là soient distingués. C'est-à-dire que le commandant va ramasser l'information qu'il y a sur le terrain pour déterminer si la cible qu'il a, parce que des fois, la cible, ça donne que c'est un humain. Est-ce que c'est un civil ou est-ce que c'est un combattant, par exemple? Et si c'est un combattant, il a le droit de cibler. Si c'est un civil, même s'il fait des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ça n'en fait pas une cible. Donc, on a le droit de faire usage de la force, mais le commandant va devoir aussi, dans cette recherche-là, de faire la distinction entre un civil et une cible militaire, s'assurer qu'il va faire les efforts raisonnables pour avoir cette information-là. C'est ce qu'on enseigne aussi à nos troupes. Donc, on ne peut pas prendre ce type de décision-là à la légère. Un autre principe qui est très important dans le choix des objectifs qu'on va cibler avec les armes, c'est le principe de la proportionnalité. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de cibler une cible militaire, mais souvent, cette cible-là, il va y avoir d'autres choses autour. Je peux peut-être avoir une personne qui a clairement identifié un combattant, il y a des armes et tout ce qu'on voudra, mais autour, il peut y avoir des maisons, il peut y avoir des gens, il peut y avoir des passants et qui sont des civils. La cible reste légitime, mais je vais devoir évaluer l'impact que l'arme que je vais utiliser va avoir sur les civils et les biens civils autour. Et si cet impact-là est considéré comme étant excessif face à l'avantage militaire que je recherche, je n'aurai pas le droit de lancer l'action. Et c'est propre en droit et c'est ce qu'on applique effectivement aussi sur le terrain. Et ça amène tout au principe de précaution dans l'attaque, c'est-à-dire que les commandants vont devoir faire tout ce qui est possible pour vérifier que l'objectif à attaquer est un objectif militaire. Il va devoir prendre toutes les précautions possibles pour que le choix des moyens et des méthodes qu'il va utiliser, parce que quand on a un engagement à faire, on n'a pas nécessairement tout l'arsenal disponible sur le terrain à ce moment-là. Dans ce que j'ai, dans les armes que j'ai, quels sont les impacts, lequel je vais choisir et quels sont les impacts minimums que je peux avoir sur les dommages aux civils. Et il va éviter, parce que c'est interdit, de lancer l'attaque s'il voit qu'il y a un débalancement au point que ça serait excessif les dommages qu'on imposerait aux civils ou aux vies civiles par rapport à l'avantage militaire qu'on recherche. Donc, comme je disais, on n'a pas le droit d'attaquer de façon indiscriminée. Et j'aimerais peut-être amener ma deuxième question pour voir un petit peu comment les gens verraient si, par exemple, vous avez une équipe de renseignement qui vous informe, et c'est des choses qui arrivent pour vrai, je peux vous le garantir. Peut-être pas dans le centre-ville de Montréal, qui se cache dans le centre-ville de Montréal ou dans une grande ville, sans plus de détails. Est-ce que vous pourriez, de façon aléatoire, bombarder tout un centre-ville sur cette base-là? Je vais laisser le temps de répondre. Je vais continuer parce que je vois que le temps file, je crois. Il me reste combien de temps? Est-ce que c'est possible de le savoir? Je vous indique qu'il vous resterait environ 1 minute. On peut tirer peut-être à 2 minutes pour vous permettre de conclure. OK. D'accord, je vais aller vite. En bref, je pense que ce qui est important pour nous de mettre de l'avant, c'est que le droit des conflits armés, les principes que je vous ai donnés vont s'appliquer en tout lieu. Que le lieu soit urbain ou pas,
on va appliquer ces mêmes principes-là. Et peu importe le type d'armement qu'on va prendre, que ce soit une arme dite explosive ou non, on va utiliser, on va respecter ces principes de façon religieuse, si je peux m'exprimer comme ça. Et ce qui rend peut-être pour nous, dans le cadre des discussions, par exemple au niveau de qu'est-ce qu'une arme explosive ou qu'est-ce qu'une région plus populeuses, qui ne sont pas nécessairement définies en droit, peut-être amener certaines difficultés. C'est plus facile d'avoir des concepts que l'on connaît et qui en droit ont déjà une définition ou un sens pour les différents États. Je pense que je vais passer juste ma dernière question. Bien, je suis contente qu'on ne bombardera pas le centre-ville de Montréal parce que moi, j'aurais recommandé à mon commandant qu'on ne peut pas bombarder. Surtout pas en milieu d'après-midi ou dans l'heure de pointe. Mais je me sens rassurée, je dois avouer. Et j'aimerais peut-être conclure en donnant un petit peu parce qu'on a mis l'emphase sur le droit et qu'est-ce que les forces canadiennes font justement pour mettre en œuvre ce droit-là. Donc, on éduque les troupes, on a différents manuels qu'on fait, comme le Code de conduite des forces canadiennes, qui sont 11 règles que tous les soldats, et souvent sont sur la carte qu'ils vont avoir sur eux dès qu'ils sont déployés, et qui donnent l'esprit des conflits armés. Il va y avoir un entraînement, dès qu'on rentre dans les forces canadiennes, ça fait partie de l'entraînement de base d'enseigner le droit des conflits armés. On a aussi un cours d'une semaine qui se donne plusieurs fois par année, enseigné par des avocats aussi aux troupes. Et aux officiers, leur mémoire va être rafraîchie avant un déploiement pour s'assurer que c'est frais à leur mémoire quand ils vont partir. Souvent, ils sont assistés d'un avocat aussi. Au niveau de la responsabilité, parce que c'est une chose d'entraîner nos gens, mais si quelqu'un ne suit pas les règles, il faut quand même que les gens soient imputables pour s'assurer que le respect va se continuer. Et on a tout le système de justice militaire et les accusations peuvent être déposées dans le cadre si quelqu'un ne suit pas. Vous pouvez googler Captain Semro, qui est un cas qui s'est déroulé en Afghanistan juste avant que je sois déployée et qui a eu une cour martiale et qui a été, entre autres, libéré des forces pour certaines actions qu'il avait commises en Afghanistan. Un autre élément, je pense, qui est très important, on a souvent des opérations qui sont conjointes, soit avec des alliés, soit avec des groupes armés ou des forces qui sont sur place, qui sont peut-être un petit peu... et on va aussi souvent former ces gens-là et former ces gens-là au droit, tout dépendant à quel niveau. On prend les gens où est-ce qu'ils sont, et on va s'attendre à ce que la chaîne de commandement rapporte s'il y a des infractions qui sont commises aux autorités. Et évidemment, il y a des actions qui peuvent être prises du côté du Canada qui peuvent aller jusqu'à arrêter la relation si jamais les choses ne sont pas corrigées. Alors, je pense que c'est aussi des éléments importants que je peux apporter là, au niveau du travail des forces canadiennes par rapport à ça. Je pense que pour nous, ce qui est important, entre autres, ce qui est important, c'est il existe des règles qui sont connues. C'est important de le remettre en exergue. De s'assurer qu'elles soient appliquées et respectées. Et malheureuse, et c'est une façon, entre autres, pour les forces canadiennes d'aider, favoriser la protection des civils, même si on est dans un contexte de conflit armé. Et là, je sais que j'ai empiété beaucoup, alors je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, lieutenant-colonel Fortin. Je crois que comme mise en bouche, comme mettre la table sur la question, c'était limpide. Vous avez fait une utilisation de votre temps tout à fait raisonnable. Je pense que l'élément d'équilibre entre la nécessité militaire et les considérations humanitaires comme étant au cœur du DIH. Donc, le droit humanitaire n'est pas qu'humanitaire, mais vraiment la recherche de cet équilibre-là met vraiment bien la table à une question complexe comme l'utilisation des armes explosives. Je ne vous rendrai pas la tâche facile. Je vous donne une petite minute pour poser une question qui est assez large, mais qui recoupe le premier sondage que vous avez soumis aux participants et puis peut-être qu'on continuera la discussion en plénière, mais il y a un participant qui demandait, donc sur cette question-là, entre ce qu'on appelle le droit dur et le droit plus mou, quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'un État s'empêcherait de signer ces déclarations politiques plus ou moins contraignantes? Donc, est-ce que les motifs, est-ce que généralement, et le participant vous donne des pistes de réponse que je vous communique, est-ce que c'est des questions de mauvaise foi ou des fois c'est des questions de protectionnisme? Avez-vous des pistes de réflexion à partager avec ce participant-là et d'autres personnes, des motifs qui pousseraient un État à refuser
de se lier politiquement ou j'ajouterais même de se lier juridiquement? La réponse est relativement est pas simple, hein, parce qu'il y a toute une question de politique et des fois, ça n'a rien à voir avec le sujet lui-même. Pas toujours, mais il peut avoir parfois un certain élément, par exemple, d'une déclaration qui fait en sorte que ça accroche pour un État. Il peut y avoir certains, même si ce n'est pas juridiquement contraignant, je pense que la plupart des États, bon, la bonne ou la mauvaise foi, parfois c'est plus évident que d'autres fois, mais ce n'est pas toujours aussi flagrant. Fait que je ne m'embarquerai peut-être pas sur cet élément-là. Je pense que dès qu'il y a de l'humain, il peut y avoir de l'humainerie. Alors, ça peut faire partie des scénarios. Mais il peut y avoir différentes raisons. Je pense que, et je parle pour moi-même, mais je pense que majoritairement, habituellement, quand on va signer une déclaration, même si elle est non contenante, la plupart des États aiment avoir une parole et qu'il soit clair que quand on met notre nom au bout d'un document, même s'il n'y a pas de possibilité de poursuite juridique, ben quand même, on est de bonne foi et on a quelque chose à cœur. Pourquoi un pays ne signerait pas, comme je dis, ça peut être qu'on n'est pas entièrement d'accord sur l'ensemble. Et ça peut être tout le monde n'est pas toujours invité à toutes les discussions non plus. Parfois, il peut arriver, et là, je ne parle pas nécessairement spécifiquement de la déclaration politique sur les WIPA, mais il y a parfois des choses qui vont être bilatérales, multilatérales, mais ça n'implique pas toujours tous les actes ou les actions qui sont prises sur le plan international, ce n'est pas toujours l'ensemble de la planète qui est impliquée non plus, ou qui va être invité à certaines... il y a des choses qui sont des fois plus régionales aussi. Fait que je pense que c'est difficile de répondre de façon très simple, mais il faudrait demander à chaque État. Mais Tout à fait. Mais je pense que ça met, votre réponse a été très complète, puis ça nous montre la complexité aussi de la limite qui est assez poreuse entre le juridique et le politique, qui cohabitent ensemble en droit international. On est vraiment dans un ordre où les deux, c'est très, très dynamique. C'est ni tout noir, ni tout blanc, manichéen, ce qui est quand même la beauté du travail qu'on peut faire en lien avec les conflits armés. Fait que je vous laisse vous reposer sur cette question-là. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation-là. On reviendra en plénière. S'il y a d'autres éléments de réponse que vous voulez partager, on pourra le faire avec le groupe. Pour l'instant, je vais vous présenter Dr. Erini Georgiou. Je ne la vois pas à l'écran, mais je crois qu'elle nous a rejoint. Nicolas, vous me mentionnerez si jamais elle n'est pas là pendant que je fais sa présentation. Je vous lis quelques notes sur elle et je lui permets de se préparer pour se joindre à nous. Dr. Erini Georgiou est conseillère juridique sur le droit des armes au siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Auparavant, elle a été employée dans l'unité du CICR pour les relations avec les forces armées et les forces de sécurité. Elle a plusieurs années d'expérience dans la diplomatie, dans les négociations multilatérales de désarmement et de contrôle des armements en dehors du CICR. Elle est avocate et elle est titulaire d'un doctorat en droit international de l'Université de Genève. Dr. Georgiou va nous parler des armes explosives et du Comité international de la Croix-Rouge. Dr. Georgiou, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup Sophie pour l'introduction et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe le CICR depuis une dizaine d'années et c'est l'emploi des armes explosives à large rayon d'impact dans des zones peuplées. Laissez-moi partager mon écran. Je vais essayer. J'espère que vous pouvez déjà voir. Voilà. Alors, le CICR a appelé aux États et aux partis non étatiques aux conflits armés depuis 2009 de éviter à employer des armes explosives à large rayon d'impact dans des zones peuplées à cause de leur forte probabilité d'effets indiscriminés. Et je vais prendre quelques minutes pour partager avec vous des considérations humanitaires, juridiques et politiques parce que cet appel du CICR, qui est aussi partagé par le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, à éviter l'emploi de ces armes est basé sur
sur des faits qu'on constate dans les conflits armés contemporains. C'est les conséquences humanitaires dévastatrices pour le civil de l'emploi de ces armes, mais l'appel est aussi basé sur la loi sur le droit international humanitaire. Donc, je vais commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par armes explosives à large rayon d'impact dans des zones peuplées? Les armes explosives sont les armes qui sont activées par la détonation d'une substance explosive. Donc, on ne parle pas des armes chimiques ou biologiques ou nucléaires ou même incendiaires qui ont un mécanisme de dommage principal différent. Là, on parle des armes explosives qui causent des dégâts, des dommages, des blessures par le moyen du souffle et de la fragmentation. Ce sont les armes qui font la partie majeure des arsenaux des États et des groupes armés non étatiques. Alors, l'artillerie, les mortiers, les roquettes, les missiles, tout ça, ce sont des armes explosives qu'on appelle aussi des armes conventionnelles. Une arme explosive est considérée par le CICR et par d'autres comme ayant un large rayon d'impact quand elle impacte ou met en risque d'impact une zone qui va au-delà, beaucoup au-delà de la cible. Donc, si on pense par exemple aux armes imprécises, comme la plupart de l'artillerie ou des mortiers qui ne sont pas guidés, ces armes ont une marge d'erreur assez large. Ça veut dire que les munitions peuvent atterrir pour la plupart pas sur la cible, mais dans une zone assez large qui va au-delà de la cible. Et c'est pour ça que ces armes mettent en risque d'impact des zones assez larges. Et si on pense à une ville ou à une autre zone peuplée où il y a une proximité des civils et de biens à caractère civil aux cibles et aux objectifs militaires, on comprend pourquoi ça c'est assez problématique. Par zone peuplée, on comprend les zones qui sont caractérisées par une concentration de civils ou des civils et de biens à caractère civil. Ça peut être une ville, ça peut être un village, comme l'on a vu en Afghanistan ou en Afrique, mais ça peut être aussi un groupe de civils, par exemple un groupe de personnes déplacées ou réfugiées en dehors des villes. C'est toujours une zone peuplée. Par contre, si on pense à une partie d'une ville qui a été évacuée, parce que, par exemple, les habitants ont été avertis et ils ont quitté la ville, là, on a une zone où on a une densité, une présence des biens à caractère civil, mais on n'a pas de présence des civils. Alors ça, ce n'est pas une zone peuplée. Ça ne veut pas dire que les forces armées ne doivent pas vérifier l'absence des personnes civiles. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent frapper comme ça. Il y a toujours des règles du DIH par rapport à la distinction, proportionnalité et les précautions dans l'attaque qui obligent les forces armées de prendre des mesures de précaution et de bien vérifier la présence ou l'absence des civils. Mais s'il n'y a pas de personnes civiles, il ne s'agit pas d'une zone peuplée, juste pour bien cadrer le sujet. Je ne vais pas parler beaucoup des conséquences humanitaires parce que je pense que la prochaine panéliste va élaborer, mais je voulais juste dire qu'au CICR, on constate dans nos opérations des conséquences humanitaires dévastatrices quand des armes explosives à large rayon d'impact sont employées dans des zones peuplées. On a deux catégories d'effets. On a des effets directs et des effets indirects. Les effets directs, ça c'est plus facile à comprendre. Tout ce qui arrive une fois qu'une bombe explose. On a l'explosion, les personnes qui sont tuées ou blessées, ça c'est des conséquences humanitaires directes. Aussi, des personnes traumatisées. Il y a beaucoup d'études sur l'effet psychologique des bombardements, surtout quand on a des bombardements prolongés ou répétés. Chez les enfants surtout, mais aussi les adultes. Et aussi, bien sûr, les dommages aux biens de caractère civil, y compris les infrastructures qui sont indispensables pour le fonctionnement des services essentiels.
Après, on a des effets indirects qu'on appelle aussi au CICR les effets dominos. Ce sont les effets qu'on voit comme résultat de l'attaque. Ils ne sont pas un résultat direct, mais ils viennent après dans la chaîne des événements. Si on a une explosion qui endommage ou détruit une partie de l'infrastructure qui est nécessaire, par exemple, pour la distribution de l'eau ou d'électricité, ça va avoir un impact sur, très probablement, sur l'hôpital qui a besoin de l'eau et d'électricité pour fonctionner. Alors, les décès ou bien les maladies qui résultent pour les patients de cet hôpital, parce que l'hôpital n'arrive pas à fonctionner parce qu'il n'y a pas d'eau ou d'électricité, ça, c'est aussi des effets indirects de l'attaque principale avec une arme à large rayon d'impact. Si une pièce d'une infrastructure indispensable pour la purification de l'eau est endommagée et qu'il n'y a pas d'eau purifiée, les maladies, même les épidémies, les décès, ça va aussi être des conséquences humanitaires indirectes. Et bien sûr, le déplacement. On sait bien aujourd'hui que les bombardements, surtout les bombardements prolongés, sont une cause principale de déplacement des civils qui durent parfois même des années. Alors, le droit international humanitaire, il n'y a pas d'interdiction telle quelle de l'emploi des armes explosives lourdes ou pas dans des zones peuplées dans le DIH, mais les règles de la conduite des hostilités s'appliquent bien sûr à l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. Je ne vais pas aller sur le détail au contenu de ces règles parce que la lieutenant-colonel l'a déjà fait, mais je vais juste poser quelques questions pour vous expliquer pourquoi il est vraiment difficile d'utiliser des armes explosives à large rayon d'impact contre une cible située dans une zone peuplée en conformité avec le DIH. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que le DIH interdit l'emploi de ces armes, mais il est vraiment difficile selon l'analyse juridique du CICR. Si on prend l'interdiction des attaques sans discrimination, il y en a 3 types, mais je vais me concentrer sur le deuxième ici, les attaques qui utilisent une arme ou une tactique de combat qui ne peut pas être dirigée contre un objectif militaire déterminé, sont interdites parce qu'elles sont de nature à frapper des civils, des biens en caractère civil et des objectifs militaires sans discrimination. Si on pense aux armes imprécises comme l'artillerie ou les mortiers ou les systèmes de lance-roquettes multiples qui ne sont pas guidés, là, on sait bien que ces armes, comme j'ai déjà dit, ont une marge d'erreur assez large. Ça veut dire que la plupart des munitions ne vont pas frapper la cible. La plupart des munitions vont atterrir dans une large zone autour de la cible. Alors, si on est dans une ville, il est fort probable que des civils, des personnes civiles ou bien des infrastructures civiles ou d'autres structures à caractère civil vont se situer dans cette zone qui va être soit impactée par le souffle et la fragmentation de l'explosion, soit mise en risque d'impact. Et ça veut dire que quand ces armes sont utilisées contre une cible dans une zone peuplée, il y a une forte probabilité que l'attaque va avoir des effets indiscriminés et que l'attaque va être une attaque sans discrimination. Donc, est-ce que c'est possible d'utiliser une telle arme imprécise dans une zone peuplée, même si la cible est légitime, même si on a bien un objectif militaire, en conformité avec l'interdiction des attaques sans discrimination? La réponse pour le CICR serait probablement, dans la plupart des cas, non. L'interdiction des attaques disproportionnées, vous avez là la définition du principe de proportionnalité. La question ici est qu'est-ce qu'on entend par dommages civils collatéraux qu'il faut prendre en considération pour s'assurer que l'attaque soit proportionnée. Pour le CICR, ce sont les effets directs, mais aussi les effets indirects ou dominants qui doivent être pris en considération une fois qu'ils sont raisonnablement prévisibles. Donc, pas seulement les décès, les blessures, la destruction qui arrive comme résultat direct
d'une explosion, mais aussi les effets dominos. Je rappelle les patients de l'hôpital qui arrêtent à fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que l'explosion a détruit une partie de l'infrastructure. Ça pourrait aussi être des dommages civils collatéraux qui doivent être considérés dans le cadre du principe de proportionnalité. Ce n'est pas du tout clair si les forces armées prennent en considération tous ces effets dominants et ce n'est pas du tout clair non plus qu'est-ce que les forces armées entendent comme effets indirects. Il y a dans plusieurs manuels militaires mention aux effets de second, de troisième ordre, second and third order effects, on appelle en anglais, mais on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on entend par ça. Et de toute façon, si on pense aux conséquences indirectes qu'on a vues aux conflits armés contemporains comme résultat de l'emploi des armes explosives à large rayon d'impact, dans la plupart des cas, il me semble, et c'est aussi l'opinion du CICR, que l'attaque qui utilise une telle arme serait probablement disproportionnée. Pas toujours, encore une fois, mais dans la plupart des cas. Le principe de précaution, l'obligation de prendre des précautions en attaque, il y en a plusieurs obligations, mais ici, je vais juste parler très vite de l'obligation de prendre toutes les mesures réalisables ou possibles en pratique pour éviter ou au moins réduire les dommages collatéraux, les dommages civils collatéraux, même dans le choix des moyens et méthodes de guerre. Ça veut dire que dans plusieurs cas, il va être obligatoire dans le cadre du DIH de utiliser une arme autre qu'une arme explosive à large rayon d'impact, ou bien aussi peut-être de prendre des mesures pour réduire le rayon d'impact, les effets de ces armes, comme changer de la fusée, changer l'angle d'attaque, ou de prendre d'autres mesures comme des évacuations, des avertissements pour réduire le risque pour les civils. Alors, la position du CICR, comme j'ai déjà mentionné, c'est aussi la position du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et que les parties au conflit et les États et les groupes armés non étatiques doivent éviter l'emploi des armes explosives à large rayon d'impact dans des zones peuplées à cause de la forte probabilité des effets indiscriminés. Et j'ai déjà dit que cette position, cet appel est basé sur les graves dommages provoqués par l'emploi de ces armes, directes et indirectes, mais il est aussi basé dans la difficulté d'employer ces armes conformément au DIH, comme je viens d'expliquer. Il y a aussi un manque de clarté par rapport à la façon dont les États interprètent et appliquent ces règles du DIH. Donc, on ne peut pas toujours comprendre qu'est-ce qu'un État entend quand ils nous disent qu'on utilise ces armes qu'en conformité avec le DIH. Ça, c'est tout bien, mais si on n'est pas d'accord sur l'interprétation, si on n'est pas clair par rapport à l'interprétation de ces règles, ça, c'est pas suffisant pour protéger les civils. Qu'est-ce que ça veut dire d'éviter l'emploi des EWIPA? Il ne faut pas utiliser des armes explosives à large rayon d'impact en zone peuplée, à moins que des mesures d'atténuation suffisantes peuvent être prises pour réduire le large rayon d'impact, qui est le problème principal, et aussi le risque de dommages civils. Qu'est-ce que c'est les mesures d'atténuation? Alors, d'abord, il faut changer, réviser et changer la doctrine, la politique militaire. Il faut commencer du niveau stratégique. Faire de la protection des civils une priorité à niveau stratégique. Après, il faut s'assurer que les forces armées sont entraînées et équipées de façon de pouvoir mener des opérations dans des zones urbaines de manière conforme au DIH, mais aussi d'une manière qui va respecter la protection des civils. S'il y a une politique d'évitement en place, mais qu'il n'y a pas d'équipement et d'entraînement nécessaire,
les forces armées, les combattants ne peuvent pas faire grand-chose pour respecter le DIH et la protection des civils. Il faut aussi influencer les partenaires militaires et les parties au conflit qui sont soutenus. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des opérations militaires conjointes en partenariat et aussi des relations de soutien aux parties aux conflits armés. Même dans le transfert d'armes. Alors, ne pas transférer des armes explosives lourdes si on n'a pas de garantie que le récipient ne va pas les utiliser de manière contraire au DIH ou de manière qui ne protège pas les civils. Et après, il y a aussi, bien sûr, des mesures d'atténuation au niveau tactique, comme je ne vais pas vous donner la liste, mais comme garder des distances de sécurité minimales des personnes civiles et des infrastructures civiles, réduire le large rayon d'impact de ces armes. Eh bien, à la fin, on ne parle pas d'une interdiction de ces armes, on ne parle pas d'une réinterprétation du DIH, mais d'un changement de la mentalité auprès des militaires et des groupes armés non étatiques. Et je vais conclure avec juste quelques mots sur le processus diplomatique qui a déjà été mentionné. Le but est vraiment un engagement politique pour renforcer la protection des civils dans la guerre urbaine en imposant des restrictions et limites sur l'emploi des armes explosives à large rayon d'impact. Le CICR participe très activement dans ce processus. On a publié plusieurs commentaires qui sont accessibles en ligne sur des projets de texte de ces déclarations politiques où on explique bien notre position sur notre appel à éviter l'emploi de ces armes. Je ne vais pas aller plus loin, mais s'il y a des questions, avec plaisir. Et une fois que ces déclarations sera adoptée, on espère, au début de l'année prochaine, on va passer à la seconde phase, qui est la phase de la mise en œuvre, où les États, avec les organisations internationales, vont discuter et on espère se mettre d'accord à des bonnes pratiques et des mesures pour mettre en œuvre cet engagement politique qui aurait été pris avec ces déclarations politiques. Le CICR reste toujours en dialogue avec les États et les forces armées au niveau diplomatique, mais aussi au niveau de notre dialogue sur la conduite des hostilités pour promouvoir une politique d'évitement de ces armes explosives lourdes dans un peuplé et pour identifier des bonnes pratiques pour mieux protéger les civils. Il y a déjà des exemples. Il y a des forces armées qui ont pris des mesures d'atténuation et on a vu les résultats en Afghanistan, en Somalie et ailleurs, mais il nous reste toujours beaucoup plus à faire pour mieux protéger les civils et pour faciliter le respect du DIH. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement, Dr. Georgiou, pour cette présentation-là qui s'inscrivait parfaitement dans la suite de la présentation de lieutenant-colonel Fortin. Vous êtes venu offrir des définitions à des concepts et on le sait que du côté juridique, c'est au cœur des discussions de savoir de quoi on parle quand on cherche à définir. Donc, cette notion-là de large rayon d'impact était, je pense, vraiment pertinente ici. On dit souvent que le DIH est simple dans sa formulation, mais complexe dans son application. Et vous avez donné un exemple très concret de cette complexité dans l'application par les forces armées, mais aussi par les organisations humanitaires, des différentes règles qui sont fondamentales, mais qui ne visent pas explicitement en droit les armes explosives. Donc, quand on parle de précaution, de distinction, de proportionnalité, c'est des concepts qu'on a retrouvés dans les deux présentations et on voit qu'en théâtre opérationnel, c'est là qu'il y a une très grande complexité qui se manifeste. Il y a une question qui a été soumise, elle est très large. Je vous demanderai peut-être d'y répondre généralement, peut-être en 1 minute, mais vous allez voir, ça nous amène sur un autre terrain, mais qui est quand même pertinent et qui relève un peu du côté pratique. Un des intervenants se demandait comment faire pour aller chercher l'assentiment des groupes armés non étatiques. Donc, une définition très large qui va du crime organisé aux groupes peut-être plus extrémistes et cette question-là des engins explosifs improvisés. Donc, peut-être cette question-là de large rayon d'impact, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment le CICR, est-ce que le CICR a une approche pour ces groupes armés-là, spécifiquement par rapport aux engins explosifs improvisés?
Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question, effectivement. Alors, et une très large question. Les engins explosifs improvisés, ça peut aussi être des armes explosives à large rayon d'impact, bien sûr, si elles ont un large rayon d'impact. Donc, l'approche là est le même par rapport aux autres armes explosives conventionnelles qui ne sont pas improvisées. Le fait qu'une arme est improvisée versus produite de manière non improvisée ne fait pas une différence pour le CICR. Après, on voit effectivement que je ne veux pas dire dans la plupart des cas, mais souvent, les engins explosifs improvisés sont utilisés dans des attaques qui ciblent des civils. Les attaques qui ciblent les civils ou des biens de caractère civil, ce sont des attaques interdites absolument par le DIH. N'importe quelle arme est utilisée. Donc là, ce n'est pas une question d'armes explosives à large rayon d'impact. Le problème avec les EWIPA, ça commence quand ces armes sont utilisées contre une cible légitime. Mais le problème est que les effets sont souvent indiscriminés. Après, bien sûr, qu'on utilise peut-être une autre manière à communiquer avec les groupes armés non étatiques. Et ça dépend aussi parce que le terme groupe armé non étatique est assez large. Il y a des groupes différents avec un niveau d'organisation et de logistique assez divers. On commence par des groupes assez larges et bien organisés avec qui ont plus ou moins un équipement similaire à l'équipement des États, de quelques États, jusqu'à des groupes trop petits et pas bien organisés, etc. Donc là, bien sûr, on doit calibrer notre approche et notre dialogue, mais le message reste toujours le même parce qu'on voit dans nos opérations des conséquences humanitaires comme résultat d'attaques des forces armées étatiques et des groupes armés non étatiques. Alors, des deux côtés. Donc voilà, le message reste le même, mais le langage va parfois être un peu différent parce qu'il faut parler d'une manière qui soit mieux, qui soit qui soit plus facile pour des groupes armés à comprendre et mieux applicable. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Cet élément-là d'adaptabilité des acteurs comme le CICR aux différents publics à qui ils s'adressent, je pense que c'est pas mal, pas nécessairement au cœur de la question qui nous touche ici, mais de l'action qui est faite. Donc, la façon de le faire aussi dans le plaidoyer ou des fois dans le respect de la neutralité ou dans le dialogue confidentiel, ça, c'est tout un autre dossier de l'humanitaire. On pourra en discuter à la période de questions, mais le temps file et je veux que Mme Guillemot ait suffisamment de temps pour présenter. Alors, je vais vous dire quelques mots sur son profil et je vais l'inviter à faire la dernière présentation de ce panel. Mme Marion Guillemot a rejoint Humanité et Inclusion, que vous connaissiez peut-être avant sous le nom d'Handicap International. Elle a rejoint l'organisation en 2019. Elle y exerce actuellement les fonctions de chargée de plaidoyer sur le dossier du désarmement. Elle est diplômée d'un premier master en affaires européennes et d'un second en affaires internationales où elle a fait des recherches sur l'intégration et les mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient. Elle a fait ses études à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Avant de rejoindre Humanité et Inclusion, elle a travaillé pour différentes associations, différents ONG sur des projets d'éducation, d'économie sociale et d'économie solidaire dans plusieurs pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Avant de rejoindre le bureau d'Humanité et Inclusion à Bruxelles, elle travaillait à Paris sur la campagne française visant à protéger les civils contre l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. Madame Guillemot va nous parler dans les 20 prochaines minutes des enjeux humanitaires des armes explosives en guerre urbaine en utilisant le cas de Ninive en Irak. Madame Guillemot, je vous remercie d'être parmi nous et je vous cède la parole. Merci. Donc, effectivement, comme il l'a été mentionné, je vais plutôt vous parler durant les prochaines minutes de l'impact humanitaire de l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vais pas revenir sur la définition qui a été faite effectivement des armes explosives et du large rayon d'impact. Mais voici le type d'armes qu'on peut retrouver donc dans certains pays.
Donc des chars, on peut avoir des lance-roquettes qui peuvent être des lance-roquettes multiples, des tirs d'artillerie, mortiers, évidemment des bombes et des missiles aériens. Donc, je ne reviendrai pas effectivement sur les définitions. Slide suivante. Merci. On distingue différents types de lésions qui peuvent être causées par les armes explosives en zone peuplée, enfin, pas forcément en zone peuplée, les armes explosives tout court. On va d'abord avoir ce qu'on appelle les lésions de blast primaires, qui sont les lésions et les blessures causées par l'onde de choc et la force de la pression exercée sur les corps. On a ensuite les lésions de blast secondaires, qui vont être causées par la projection de débris ou de fragments. Les lésions de blast tertiaires qui sont causées par le second souffle d'une explosion, donc le souffle qu'on appelle supersonique qui peut soulever ou projeter toute personne à proximité de l'explosion. Et les enfants sont particulièrement touchés en raison de leur petite taille. Et on a enfin ce qu'on appelle les lésions de blast quaternaire qui couvrent toutes les autres blessures qui sont indirectement causées par l'explosion. Donc ça peut être, il peut s'agir de brûlures, de blessures par écrasement ou par suffocation. Parmi les types de lésions causées par les armes explosives, on retrouve des lésions neurologiques, des lésions oculaires, thoraciques, infections de plaies, fractures et amputations. Donc, selon l'OMS, pour vous donner un petit peu quelques chiffres et pour illustrer ça, en 2017, on avait près de 30 000 personnes blessées chaque mois en Syrie et malheureusement, l'amputation était devenue un acte médical courant. Toujours sur cette même année, en 2017, on estimait qu'au moins 86 000 personnes au total dans l'année avaient subi une amputation en Syrie. Évidemment, et ça a été mentionné par le CICR, donc tout ça est évidemment correspond évidemment à ce qu'on appelle les effets directs de l'utilisation des armes explosives. Et la classification que je viens de vous faire ne prend pas en compte les souffrances psychologiques et l'impact psychologique que vont avoir l'utilisation de ces armes. On va avoir des personnes qui vont développer des troubles de stress post-traumatique. Par exemple, en Jordanie, 80% des réfugiés syriens qui ont été blessés par des armes explosives présentaient une détresse psychologique élevée et près de 2 personnes sur 3 n'arrivaient pas à mener leur vie quotidienne de manière, entre guillemets, normale. Slide suivante. Donc, vous voyez sur la droite un enfant qui a perdu sa jambe, donc qui n'a pas de prothèse, mais je voulais en fait ici juste vous dire que lorsque les armes explosives sont utilisées en zone peuplée, il va y avoir tout ce qui, les soins médicaux d'urgence qui vont être développés, et qui vont être mis en place et qui vont, tout de suite après l'incident, mais les populations sur le terrain vont avoir besoin d'accéder aux soins, aux structures de santé et aux soins médicaux pendant plusieurs mois. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui a été amputée, notamment d'un enfant. Un enfant, il faut savoir qu'une fois qu'une prothèse a été posée, en raison du fait qu'il est en période de croissance, la prothèse doit être changée tous les 6 mois. Donc, il faut qu'il y ait des structures de santé opérationnelles qui soient à même d'apporter ce type de service. Et en plus, il faut qu'il y ait des soins de rééducation pour que la personne puisse s'adapter à cette nouvelle prothèse. Et ça, ce sont des soins de santé qui doivent être présents sur le long terme. Slide suivante. Le problème avec les EWIPA, et de manière générale le problème actuel, on va dire, c'est que les civils représentent la première victime des conflits armés. Alors, il faut recliquer, je pense, sur le PowerPoint parce que j'ai fait en décalé, merci. Il faut savoir qu'il y a un siècle, les civils représentaient approximativement 10 à 15% des victimes des conflits armés. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ce taux est monté à 50% et aujourd'hui, on est à 90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les civils représentent 90% des victimes des conflits armés, notamment, et ça a été évoqué précédemment, notamment en introduction, notamment en raison des phénomènes d'urbanisation des conflits. En plus, en parallèle, en plus de ce constat, les civils sont les premières victimes de l'utilisation des armes explosives en zone peuplée, c'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir un bombardement ou le pilonnage d'une ville,
90% des victimes sont des civils. Et c'est à mettre en parallèle avec ce qui peut se passer en cas de bombardement ou de pilonnage dans des zones non urbaines ou non périurbaines, des zones rurales par exemple, où lorsqu'il va y avoir un bombardement, entre guillemets, seulement 13% des victimes vont être des civils. Pour vous donner un petit peu une image, mais je pense que c'est nouveau pour personne, mais en 2020, les 5 pays les plus touchés en termes de victimes, donc personnes tuées et blessées par des armes explosives en zone peuplée, ces pays étaient l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Et en 2020, ce qui a été nouveau, c'est qu'on a vu de nouveaux pays où on a vu un accroissement du nombre de personnes victimes des armes explosives en zone peuplée, notamment au Myanmar et dans la région du Haut-Karabakh et dans d'autres pays. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça a également été mentionné. Ah oui, on peut passer peut-être rapidement sur ces slides pour, voilà, c'était un petit peu pour vous montrer les dommages qui peuvent être causés dans les villes par l'utilisation d'armes explosives, mais c'est malheureusement des images qu'on a l'habitude de voir via les informations ou autres. Je passe maintenant, et ça a été évoqué également par le CICR, aux effets qu'on appelle indirects, les effets dominos de l'utilisation des armes explosives. Donc, il s'agit de tous les effets postérieurs, toutes les destructions et les dégâts qui vont être infligés aux infrastructures civiles. Donc, qu'il s'agisse des centres de santé, des hôpitaux, des logements, des réseaux d'eau et d'assainissement, des structures de télécommunications, par exemple, d'électricité, d'énergie, etc. Donc, tout ce qui peut paralyser une ville, évidemment. Pour vous donner un exemple, en 2019, au Yémen, seuls 51% des établissements de santé fonctionnaient encore, ce qui pose encore plus problème en période de pandémie. Vous imaginez bien qu'on a seulement un hôpital ou un centre de santé sur 2 qui fonctionne encore. Les conséquences de ces effets dominos sur les structures civiles sont que les populations civiles vont avoir des problèmes pour accéder aux services de base, et ce sur des décennies, sur des années du moins. Un des autres problèmes est le fait que des zones vont rester contaminées, c'est-à-dire au moment, lorsqu'une arme explosive va être utilisée, au moment de l'impact, elle ne va pas forcément exploser, ce qui va entraîner une contamination sur les sols de ces armes explosives non explosées, qui vont rester là pendant plusieurs années, qui peuvent aussi se retrouver sous le sol, à plusieurs mètres de profondeur, et ce qui peut être évidemment dangereux pour la sécurité des civils. Par conséquent, certains habitants décident de quitter leur communauté d'origine, donc de se déplacer dans d'autres pays, dans d'autres zones. Et un autre problème est le fait que, en raison du fait que certaines routes vont être détruites, ces dernières vont se trouver inaccessibles. Et cela va rendre l'acheminement d'aide humanitaire beaucoup plus compliqué, ce qui peut poser des problèmes en termes de sécurité alimentaire, par exemple. Je vais maintenant prendre, effectivement, donc le premier catalyseur des déplacements forcés des réfugiés syriens au Liban sont les bombardements et les pilonnages en zone peuplée. Slide suivante. Je vais maintenant prendre, comme il a été mentionné, le cas de l'étude qu'on vient de sortir, qui se focalise sur l'impact de la contamination liée à l'utilisation des armes explosives en zone peuplée sur les populations touchées en Irak. C'est un rapport qu'on vient de sortir, qui a été mené sur le terrain avec des enquêtes quantitatives et des témoignages menés auprès notamment de survivants, et plus spécifiquement dans la province de Ninewa. Alors, sur la slide suivante, vous allez voir la carte. C'est une région qui se trouve donc au nord-ouest de l'Irak, à la frontière avec la Syrie. La capitale de la province est Mossoul. Donc, on n'a pas vraiment de données fiables sur l'Irak, mais ça reste ça reste un des pays dans le monde le plus contaminé. On estime qu'il y a près de 3225 km² de terre qui seraient contaminés, ce qui expose 8,5 millions de personnes au risque lié à cette contamination. Ce qui est, entre guillemets, particulier en Irak, c'est qu'il y a 2 types de contamination, donc à la fois la contamination héritée qui date d'avant 2014, et là, entre guillemets, nouvelle contamination qui résulte du conflit entre 2014 et 2017,
entre le groupe État islamique et les forces pro-gouvernementales. On s'est focalisé sur le gouvernorat, enfin sur la province de Ninive, parce que c'est un gouvernorat qui a été extrêmement touché justement par cette nouvelle contamination entre 2014 et 2017, et qui résulte de deux facteurs. Premièrement, l'utilisation par le groupe État islamique d'engins explosifs improvisés, et d'autre part, cette contamination résulte d'engins explosifs qui résultent plutôt du déploiement d'armes explosives, notamment à large rayon d'impact, dans la zone, qui avaient été des armes qui ont été utilisées par les forces pro-gouvernementales notamment. Et donc, on retrouve effectivement frappes aériennes, tirs d'artillerie, attaques de roquettes et mortiers lourds. Mossoul est un des 3 districts de la région qui a été le plus touché. En 2019, on estime qu'il y a 7,6 millions de tonnes de débris à trier. Encore une fois, dans ces débris, on retrouve des engins explosifs improvisés et ce que je mentionnais tout à l'heure, des engins explosifs ou des armes explosives qui n'ont pas explosé et dont les restes sur les sols et continuent à contaminer les zones et donc la ville de Mossoul. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc effectivement, ça va. Le problème de cette contamination, c'est qu'il va y avoir un impact sur l'accès des populations aux services de base, notamment aux soins de santé. Sur la slide suivante, vous allez voir, donc toutes les photos qui vont suivre ont été vraiment des photos qui ont été prises pour ce rapport il y a quelques mois, donc des photos qui ont été prises en 2021. À Mossoul, non, slide précédente, s'il vous plaît, merci. À Mossoul, 9 des 13 hôpitaux de la ville ont été endommagés, ce qui a limité la capacité des soins de santé. Et aujourd'hui, on a moins de 1000 lits d'hôpitaux, pour une population de plus de 1,8 million d'habitants dans la ville. Et en plus de ça, lorsque les centres de santé ou les hôpitaux ont été réhabilités, il y a aussi tout le problème qui est que certaines routes ou les chemins ou les routes qui mènent à ces centres de santé ou ces hôpitaux peuvent continuer à être contaminés par des restes d'armes explosives, et donc ce qui empêche les populations d'avoir accès à ces centres de santé. Slide suivante. Autre problème, l'accès à l'éducation. Donc, de nombreuses écoles ont été détruites, y compris les routes qui y menaient. Et actuellement, certains parents, dans les témoignages, nous expliquaient qu'ils ne voulaient plus que leur enfant aille à l'école, puisqu'ils avaient peur qu'ils soient victimes d'un accident lié à un engin explosif sur le chemin. Et les enfants eux-mêmes ont témoigné et ont mentionné le fait qu'ils avaient peur d'être victimes d'engins explosifs, d'accidents sur le chemin, et qu'ils ne se sentaient eux-mêmes pas en sécurité dans les écoles. Donc tout ça peut être évidemment un facteur d'abandon scolaire important, ce qui est évidemment problématique pour une société. Slide suivante. Voilà, une école désaffectée de Mossoul. Slide suivante. Autre problème, cette contamination va avoir des répercussions sur les moyens de subsistance qui vont également être affectés. Par exemple, dans les zones périurbaines, les agriculteurs et les bergers vont souvent être incapables d'accéder à leurs terres pour faire paître leurs animaux, par exemple, ce qui va entraîner des comportements à risque, puisqu'en fait, en raison du fait que ces personnes ont besoin d'un revenu, vont quand même se rendre sur ces zones contaminées, ce qui est évidemment extrêmement dangereux, ce qui peut entraîner des accidents. Les armes explosives ont également causé de gros dommages en tout cas ont limité l'accès à l'eau d'irrigation, ce qui a eu des répercussions sur les activités agricoles et par répercussion sur la production alimentaire et sur la sécurité alimentaire. Les usines, les ateliers également qui contribuent à l'économie locale ont été touchés. Donc, dans les témoignages, on a également recueilli le fait que, en tout cas, les populations de Mossoul et de Sinjar étaient avaient de plus en plus de mal à trouver un emploi, et l'accès des femmes et des personnes handicapées à l'emploi est encore plus limité.
Conséquence de tout ça, effectivement la limitation dans l'accès aux moyens de subsistance, c'est que les personnes dans ces régions touchées ont vu leurs revenus chuter drastiquement et que l'insécurité alimentaire a augmenté considérablement. Slide suivante. Voilà, des boutiques détruites. Dernier point, évidemment, les logements sont touchés. Pour vous donner une estimation, dans les villes et la province de Ninive, on a, alors je ne vais pas vous parler en kilomètres carrés parce que ce n'est pas forcément parlant, mais on estime les dégâts infligés aux habitations à une surface qui équivaut à 3 millions de terrains de football. Donc, ce qui est assez énorme et ce qui empêche souvent les populations qui ont des populations déplacées de revenir dans leur maison. Et évidemment, on a les armes explosives, l'utilisation de ces armes explosives dans les zones peuplées ont aussi eu des impacts sur les infrastructures. Je l'ai mentionné tout à l'heure, donc infrastructures hydrauliques, électriques. Il faut savoir que le secteur de l'électricité a été l'un des plus endommagés et l'un des secteurs les plus endommagés par l'utilisation massive des armes explosives, que ce soit dans les zones occupées ou dans les territoires contrôlés par le gouvernement irakien. Par rapport au réseau de transport, pour vous donner un exemple, dans la ville de Mossoul, ou plutôt dans le district de Mossoul, on estime que 3/4 des routes et presque tous les ponts ont été détruits. Et dans l'ancien aéroport, les dommages sont tels sur les bâtiments de l'aéroport et sur la piste qu'en fait, il est trop coûteux de rénover et de décontaminer l'aéroport. Et du coup, les autorités irakiennes ont décidé de déplacer et de créer un nouvel aéroport. Slide suivante. À nouveau, s'il vous plaît. Donc, chez Handicap International, au niveau de notre ONG, pour nous, il est effectivement extrêmement important que des activités de remise à disposition des terres, notamment de déminage, soient mises en place, mais qu'il y ait aussi des activités d'assistance aux victimes sur les différents éléments que je viens d'évoquer, donc à la fois sur les soins médicaux d'urgence, la réadaptation, le soutien psychologique, mais aussi des activités d'intégration socio-économique, pour justement que cet impact qui va avoir des effets sur le long terme soit atténué et soit atténué par justement des activités qui permettent le développement social et économique des victimes, c'est-à-dire à la fois des survivants, des familles, des personnes blessées ou tuées et des communautés touchées. Slide suivante. Pour nous, la réponse politique à cette situation et aux souffrances des civils causées par l'utilisation des armes explosives en zone peuplée, c'est justement ce qui a été mentionné précédemment, c'est-à-dire la signature par le plus grand nombre d'États d'une déclaration politique. Le processus diplomatique a été mentionné précédemment, donc je ne vais pas non plus revenir dessus, mais on va dire qu'il a été officiellement lancé en octobre 2019 au moment de la conférence de Vienne, qui a été hébergée en Autriche, durant laquelle 83 États se sont déclarés prêts à négocier un texte de déclaration politique sur le sujet. Donc notre position n'est pas d'avoir une déclaration politique pour interdire l'emploi des armes explosives en zone peuplée, évidemment, mais plutôt de limiter cette pratique militaire et de limiter et d'encadrer cet usage. Deux slides suivantes, s'il vous plaît. Rapidement, j'en profite pour vous inviter peut-être à conclure, puis on pourra revenir à la période de questions, mais peut-être dans la prochaine minute. C'est ma dernière slide et je vais effectivement passer très rapidement. Oui, voilà, les différents points qu'en tant qu'handicap international, nous souhaiterions avoir dans ce texte de déclaration politique. Un engagement sans équivoque à réguler l'usage des EWIPA, donc avec le principe d'évitement, une reconnaissance claire des dommages et des souffrances causées aux civils, un commitment, un article précis comme quoi pour que les États s'engagent à apporter une assistance aux victimes et enfin une collecte de données sur l'impact et l'usage des EWIPA. Effectivement, donc je termine ici. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous remercie beaucoup, Madame Guillemot. En fait,
on a bien fait de regarder la dernière vignette. Ça répondait à une des questions qui avait été soulevée, qui parlait des mesures concrètes qui étaient envisageables. Vous pourrez reprendre la parole si vous voulez ajouter, mais je crois que dans l'esprit de votre organisation, cette déclaration politique met en œuvre des mesures concrètes qui viendraient prévenir les souffrances humaines. Votre présentation, j'ai trouvé qu'elle était pertinente puisqu'on s'éloignait du droit pour mieux y revenir. En s'interrogeant sur les conséquences humanitaires, on se pose la question pourquoi limiter l'utilisation des armes explosives? On a les dommages directs qui sont très choquants, qui sont très affligeants. Même les images que nous avez montrées, pour moi, ont ramené cette question-là de l'avant, mais aussi les dommages indirects qui sont profonds et puis qui viennent détruire les communautés, le tissu social et même le territoire avec la problématique des mines qui sont présentes là, même après le conflit armé. Donc, je crois que ce lien-là entre les conséquences humanitaires et le cadre juridique était particulièrement percutant pour nous. Je vous remercie beaucoup. Peut-être je prendrai quelques minutes pour ouvrir le panel à nos 3 intervenantes. Une question à laquelle vous devez être habitués, puis à chaque fois, on y revient. On a quand même toujours ce questionnement à faire. C'est revenu dans les questions, donc je vais consacrer les dernières minutes à cette question-là. Toujours la question de la mise en œuvre, de la mise en pratique. Donc, sous différentes voies, les participants ont évoqué comment fait-on pour promouvoir des bonnes pratiques sur le terrain, auprès des forces armées, auprès des groupes armés. Quelle est la question des sanctions? Est-ce que la punition fonctionne vraiment? Est-ce que le fait que ces règles-là ne sont pas respectées sur le terrain? Un des intervenants avait mentionné, et je crois que ça a été mentionné aussi dans la présentation, en RDC, en République démocratique du Congo, où la communauté internationale ne travaille peut-être pas main dans la main avec le gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre les exigences et politiques et du droit humanitaire. Donc, peut-être je vous laisserai quelques minutes à chacune d'entre vous pour mentionner cette espèce de décalage qu'on peut connaître des fois entre le droit sur le papier, les volontés politiques et la mise en œuvre sur le terrain. Je donnerai la parole à la lieutenant-colonel Fortin puisque c'était la première intervenante, puis après, chacune de vous, je vous donne la parole. Oui, excellente question. Et je pense que quand on est sur le terrain, et je peux parler pour les forces canadiennes, pas nécessairement pour comment les États nécessairement interviennent entre eux, mais nous, c'est entre autres en assistant à l'entraînement, souvent des forces qu'on va assister, qui ne partent pas nécessairement du même endroit où on est. Et on intègre, entre autres, on peut intégrer à l'intérieur des troupes des gens qui vont les mentorer. C'est de leur inculquer des principes aussi de justice ou de règles de droit à l'intérieur à différents niveaux, si on va à des niveaux supérieurs que sur les troupes sur le terrain. Ce sont toutes des façons, des mesures, comment je pourrais dire, sur le plancher des vaches pour amener vers une meilleure application du droit et en étant un exemple soi-même et aussi en partageant, soit avec nos partenaires, avec nos alliés ou avec d'autres États, quelles sont les leçons apprises quand on a eu des opérations. Et échanger les informations. Et je pense que c'est une partie aussi qu'il y a à l'intérieur de la déclaration politique, c'est-à-dire l'importance de partager l'information qu'on collige sur le terrain, parce que c'est avec cette information-là qu'on peut arriver à trouver des solutions parce qu'on a une meilleure vision de ce qui se passe réellement. Merci beaucoup. Est-ce que les 2 autres intervenantes, Dr. Georgiou, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vous demanderai d'activer votre micro. Pardon, ça arrive toujours, même après 1 année et demie presque 2 années. Je suis pleinement d'accord avec le lieutenant-colonel Fortin. Je voulais juste ajouter que il n'y a pas que la loi. On a fait une étude qui s'appelle, je ne sais pas comment la dire en français, mais en anglais, ça s'appelle Roots of Behavior in War. C'est une étude du CICR qui a analysé les facteurs qui influencent le comportement justement des groupes armés non étatiques au-delà du droit international humanitaire, évidemment. Et là, on a vu qu'il y a beaucoup de normes religieuses, de normes culturelles, mais aussi toute une culture de peer pressure, comme on dit en anglais, dans le groupe qui influence le comportement des combattants et qui peuvent faire toute une différence entre la protection des civils dans les opérations militaires et de l'autre côté des violations du droit.
Donc, il n'y a pas que le DIH. Et si on veut promouvoir la protection des civils, il faut savoir aussi taper dans ces normes culturelles, religieuses qui parfois ont le même objectif de la protection des personnes qui ne participent pas aux hostilités, les femmes, des enfants. C'est peut-être pas toujours qu'on parle avec les mêmes termes dans nos pays, mais quand même, voilà, il y a d'autres champs que le droit international humanitaire qui influencent le comportement, comme j'ai dit, des combattants. Donc, toute cette question de mise en œuvre du droit, de mise en œuvre des bonnes pratiques, elle est aussi liée à la culture, à la religion parfois, et voilà, à tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte si on veut, s'assurer que même une politique d'évitement va être mise en place et respectée par, par toutes les parties au conflit. Merci beaucoup. Madame Guillaumont, je vous laisse le dernier mot. Qu'avez-vous ajouté? Oui, non, je voulais juste rebondir effectivement sur l'échange des bonnes pratiques. Alors, je suis désolée, on a une coupure d'électricité au bureau. Je vais essayer de continuer dans le noir en essayant que la Wi-Fi en espérant que la Wi-Fi ne s'éteigne pas. Oui, non, pour dire que nous, on pense effectivement que la mise en place de bonnes pratiques est effectivement primordiale pour la protection des civils contre les armes explosives en zone peuplée, mais le corollaire de ça, c'est effectivement que les États mettent en place des mécanismes appropriés pour collecter, analyser et partager des données sur à la fois l'impact des armes explosives en zone peuplée, mais aussi leur utilisation, donc le type d'armes utilisées, la localisation, etc. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi, même dans un contexte difficile de coupure de courant. J'espère que vous pourrez rester avec nous. Il me reste qu'à vous remercier très chaleureusement. Je veux souligner, on l'a bien vu, mais pour moi, c'était particulièrement intéressant d'avoir un panel uniquement composé de femmes avec des expertises très bien ancrées. C'était un vrai plaisir de vous entendre et on était nombreux en ligne, donc je suis sûre que je me fais la voix de tous les participants pour vous remercier du temps, de la rigueur et de la gestion du temps que vous avez fait de très bien. Il ne me reste qu'à céder la parole à mon collègue Nicolas pour vous parler des derniers mots et de l'évaluation remplie pour la formulation. Mais je vous remercie de tout cœur. Et Nicolas, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sophie. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. Je remercie particulièrement les conférencières, bien évidemment. C'était extrêmement intéressant. J'en tire personnellement un certain espoir quant à l'utilisation des armes explosives sur le terrain, car même la membre des forces armées nous a clairement indiqué qu'il y avait une certaine réticence, même si c'est utile stratégiquement. Je ne peux que voir l'avenir d'une façon positive en vous écoutant, mesdames. Quant à l'évaluation, Je crois que je peux prendre la parole de mon collègue Nicolas qui a eu un problème technique, je crois. Est-ce que je vous ne sais pas pourquoi j'ai été… Oui, bonjour, je crois que Zoom ne m'aime plus. Donc, vous devez avoir le même problème vous devez avoir le même problème qu'à Bruxelles. Il doit y avoir une coupure de courant ésotérique. Mais je suis à Bruxelles. Non. Je partage le même lien que ma collègue Fatima. Nous vous demandons instamment d'aller cliquer là-dessus et de nous donner votre avis ou d'aller sur le site sli.do et de taper IHL UQAM ou là où on vous le demande et nous fournir votre avenir sur votre opinion sur l'événement d'aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous dire merci beaucoup. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe et en Afrique et une excellente journée à ceux qui sont en Amérique. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.